Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce webinaire proposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Béatrice Beaufiche, chargée de mission à la direction de l'économie à la région. Nous vous proposons avec la direction du numérique ce webinaire toutes les semaines, 30 minutes pour mon e-commerce. C'est une série de webinaires tous les mardis à 13h jusqu'à la fin septembre. Nous vous présentons chaque semaine en une demi-heure des solutions concrètes, des outils pratiques pour les petites entreprises, pour vous aider à transformer votre activité grâce au numérique. Aujourd'hui, notre intervenant Nicolas Balédier, spécialiste des solutions de e-commerce, répondra à cette question. Comment confier l'expédition de vos commandes à un opérateur marketplace, que ce soit Amazon, Cdiscount, ManoMano ou un autre. Vous pourrez poser des questions tout au long de la demi-heure sur le chat. Des réponses seront apportées à la fin de l'échange. Et cet échange de présentation sera également en ligne sur Campus du Numérique. Nous vous mettrons les liens dans le chat. Merci. À Nicolas la parole. Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle le fulfillment, la façon en fait d'externaliser la logistique, la préparation de commandes, l'expédition à un tiers. On verra que ce tiers, ça peut être une place de marché, on verra bien sûr Amazon, Cdiscount, mais ça peut être aussi d'autres opérateurs, des logisticiens spécialisés en e-commerce. On va parler de tout ça. Alors pourquoi déjà parler de tout ça? C'est que parfois, il y a des entreprises qui se disent « oui, mais moi, préparer des commandes unitaires pour des particuliers ou même pour des entreprises, c'est pas mon cœur de métier, je sais approvisionner des professionnels ou je sais accueillir des clients dans mon magasin. Par contre, préparer des commandes, faire des cartons, trouver la bonne solution de transport, c'est pas mon cœur de métier et je suis pas trop à l'aise avec ça. Donc, un des moyens, c'est d'externaliser cette fonction. Le fulfillment, ça veut juste dire que l'opérateur et notamment l'opérateur marketplace qu'on va voir, qui s'appelle Amazon, Cdiscount, ManoMano, partout, peut prendre en charge pour votre compte en fait le fait de stocker des produits, donc de les réceptionner, de les stocker, de préparer les commandes, donc d'aller chercher les produits dans l'entrepôt, de préparer les commandes, d'emballer vos commandes, de les expédier pour votre compte et après de gérer éventuellement les retours de produits est défectueux ou si le transporteur n'a pas pu livrer le colis. Donc c'est ça ce qu'on appelle le fulfillment. Donc l'intérêt pour une entreprise, c'est de pouvoir en fait s'appuyer sur les services d'un professionnel qui a vraiment structuré toute cette activité-là et donc se concentrer sur d'autres aspects. Pourquoi externaliser votre logistique quand vous êtes une petite entreprise? Déjà pour vous concentrer peut-être sur la génération des ventes. Il y a peut-être, ben voilà, moi j'ai un potentiel, mais j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais me concentrer sur la génération des ventes et par contre je confie on va dire le quotidien d'un e-commerçant qui est de stocker, de préparer des commandes, d'expédier à un tiers dont c'est le métier. Autre point, vous affranchir des contraintes quotidiennes. Alors ce qu'il faut voir, c'est que quand on fait de l'e-commerce et dès qu'on commence à avoir un certain nombre de commandes, ça veut dire que tous les jours vous préparez des commandes. Et en fonction de votre mode d'organisation, ça peut prendre plusieurs heures par jour. Et des fois, c'est contraignant, voire même quasiment impossible en fonction de votre autre activité. Si vous avez un magasin, des fois, si vous n'avez pas les ressources pour dédier quelqu'un une partie du temps à préparer les commandes, ça peut être plus simple de les externaliser. Ça permet aussi d'avoir un entreposage flexible. Ça veut dire que voilà, vous démarrez une activité, vous savez pas trop au début, vous avez quelques produits, vous commandez avec des mocs, avec des quantités de 100 ou 200 produits, puis petit à petit ça augmente et donc du coup il vous faut que votre capacité de stockage soit évolutive. Donc là l'avantage d'un tiers, c'est que lui a des capacités importantes et en fonction de votre activité, il va pouvoir vous suivre et mettre à votre disposition des capacités adaptées à votre croissance. Autre chose, c'est disposer aussi de quelqu'un qui va être ouvert 52 semaines par an. C'est-à-dire qu'il va expédier des colis toutes les semaines, en général à minima tous les jours ouvrables de la semaine. Et donc, du coup, si vous êtes une petite entreprise, vous affranchir de cette contrainte-là, de devoir mettre en vacances votre boutique e-commerce, de pouvoir toujours
traiter des commandes et expédier des commandes parce que vous aurez externalisé ce service-là. Un autre point, c'est le prix du port, le tarif du transport. Vous, si vous démarrez une activité, vous avez des tarifs, on va dire des grilles standards. Donc, vous allez payer assez cher le transport. Ben, si vous confiez à un tiers, souvent, il a des tarifs beaucoup plus avantageux parce qu'il fait du volume. Donc ça, c'est un intérêt pour vous. Donc, l'externalisation, c'est le stockage, le fait de prendre des produits, d'expédier et de traiter les retours. On a parlé de tout ça. On va dire qu'il y a 3 façons d'externaliser le traitement de vos commandes. Le fulfillment avec des places de marché, Amazon, Cdiscount, Mano, Spartoo, etc. Des ESAT. Alors les ESAT, ça s'appelait avant les CAT, donc des centres d'aide par le travail. Donc il y a certains ESAT qui sont spécialisés dans le fait de préparer des commandes avec donc des personnes handicapées. Ça peut être un moyen d'externaliser à un ESAT la préparation de vos commandes, ou après de passer par un logisticien, ce qu'on appelle un 3PL, donc une entreprise qui fait de la logistique, surtout de la logistique spécialisée, adaptée à de l'e-commerce, pour surtout préparer des commandes unitaires et les expédier très rapidement. Donc, le créateur de ce modèle-là, de fulfillment, c'est Amazon. On verra que les autres se sont calés sur ce modèle-là et proposent la même palette de services. Donc, l'idée, c'est ils réceptionnent en fait des produits que vous leur avez envoyés ou que vos fabricants, fournisseurs ont expédiés. Ils vont les stocker. Ils vont du coup traiter les commandes que vous leur confiez qui passent par leur marketplace et après expédier les différents colis. Donc Amazon, quand on est vendeur sur Amazon, un vendeur tiers, donc un vendeur marketplace, on peut soit se servir d'Amazon comme un canal de vente et juste récupérer les commandes et les traiter soi-même, expédier ces colis, donc c'est vous qui stockez, qui expédiez, qui préparez les commandes, ou confier le fait de stocker et de préparer les commandes à Amazon. C'est le modèle qu'on appelle FBA. Alors, le FBA, donc c'est un acronyme anglophone, ça veut dire Fulfillment by Amazon, c'est le fait de confier toute la logistique à Amazon. Alors l'avantage, c'est que vous vous concentrez sur la génération des ventes. Un autre point important, c'est que le fait d'être en FBA, vous avez automatiquement ce qu'on appelle le badge Prime. Le fait d'être Prime, ça veut dire déjà que les clients qui achètent des produits en Prime, ce sont des gens qui ont pris un abonnement Prime. Un abonnement Prime, c'est-à-dire qu'ils payent un abonnement annuel et ce qui va leur permettre en fait de ne pas payer de frais de port, mais aussi d'être livrés très rapidement, en général en J+1, J+2. Et c'est souvent les clients à la fois les plus fidèles et qui font les meilleures commandes. Donc le fait de sous-traiter, par exemple à Amazon dans ce cas-là, la préparation de ces commandes, ça permet de toucher aussi ces clients-là de façon assez naturelle. Inconvénient du modèle FBA, c'est vraiment les coûts. C'est-à-dire que vous allez avoir des coûts qui vont s'additionner aux coûts usuels quand vous passez par une place de marché, qui sont les commissions en fonction des ventes. Chaque place de marché, en fait, prend une commission en fonction de la catégorie de produits dans laquelle vous êtes et donc du prix de vente, on le verra tout à l'heure. Mais en plus de cette commission, va s'ajouter les frais de FBA, les frais de stockage, de préparation de commandes et d'expédition. Autre point, Amazon, depuis le début de l'année donc 2021, a introduit des limitations très fortes au niveau des stocks des produits qu'ils acceptent de stocker pour des vendeurs tiers. Et donc, ils peuvent limiter le nombre d'articles que vous pouvez en fait déposer chez eux en stock. Donc, du coup, c'est un problème pour certains acteurs qui sont par exemple des structures qui auront créé une marque, qui vendent ce qu'on appelle un private label. Ils ont créé une marque, ils ont commandé à un fournisseur, ils ont conçu un produit où ils ont fait marquer un produit au nom de leur marque. Le fournisseur, pour produire ce produit-là, imaginons que ce soit des fers à lisser, demande, je ne sais pas, 500 exemplaires ou 1000 exemplaires en commande. Et peut-être qu'Amazon va dire, nous, on accepte d'en stocker que 100 à cause des limitations. Donc, du coup, ils se retrouvent dans devoir gérer un stock tampon en dehors d'Amazon, donc soit chez eux, soit avec un autre logisticien. Le FBA, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
là, on confie tout à Amazon. Alors l'avantage, c'est qu'ils expédient très rapidement. Vous avez des bonnes solutions de transport. C'est eux qui gèrent les problèmes de livraison. C'est-à-dire que si le colis est parti, mais il n'a pas été livré, c'est eux qui vont être en contact avec le transporteur pour régler le problème et régler le problème avec le client. Bref, vous leur confiez à la fois la logistique, mais aussi une partie de la relation client. Donc l'avantage, c'est que ça marche. L'inconvénient, c'est que ça a un coût. Autre point, dans le côté FBA, donc le côté fulfillment, vous allez devoir quand même stocker des produits dans les entrepôts Amazon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 phases dans l'année Amazon, quelque part. On va dire qu'il y a la phase de préparatoire à Noël et d'octobre à décembre, et le reste de l'année. Et en fait, vous allez payer en fonction du mètre cube stocké chez eux, et les prix sont non négligeables. 36 € du mètre cube, c'est assez important. Si on prend les catégories assez classiques sur la période de fin d'année, parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de demandes en vue des cadeaux de Noël, et donc les coûts augmentent sur la période octobre à décembre. Autre point, donc ces limitations de stockage, on l'a évoqué, il y a des produits qui sont interdits, c'est-à-dire que Amazon n'accepte pas tout type de produits. Il y a des produits qui font partie de liste de produits interdits parce que soit ils sont dangereux, ça peut être des produits, par exemple des produits chimiques. Imaginons que vous vendiez du chlore pour piscine. Bon, ben, Amazon refuse de stocker du chlore pour piscine. Dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit de proposer du FBA, donc de l'expédier par Amazon avec ces prestations-là. Obligé de le faire vous-même ou de le confier à un logisticien, ce qu'on appelle un 3PL. Donc Amazon, ils ont une flopée d'entrepôts partout en France. Donc en fonction du produit, ils vont vous orienter vers tel ou tel entrepôt. Alors quand vous êtes en FBA, vous allez donc du coup avoir un EN, un code pour chaque produit. Vous allez avoir ces limitations dont on a parlé. Vous avez vu des produits qui sont interdits, donc on ne peut pas tout vendre sur Amazon et notamment tout vendre avec leur service logistique. Et il y a un autre point, ce sont les packs et les bundles. C'est-à-dire que, imaginons que vous conceviez des produits, vous les vendez, je vais prendre un exemple, vous vendez des stabilos, vous êtes en bureautique, et ben, si vous faites du FBA, vous allez être obligé de stocker les packs comme des packs. Ça veut dire que, imaginons que vous vendiez des packs de 4 stabilos, par exemple, il faut concevoir le pack, le mettre sous sachet, l'étiqueter en tant que pack. Il ne prépare pas des commandes où vous auriez des stocks de tous les stabilos, de toutes les couleurs, et en fonction du choix du client, composer le pack lors de la préparation de commande. Alors, le coût pour les vendeurs FBA, on a vu qu'il y a 2 coûts. Il y a le coût, comme tout vendeur qui vend sur Amazon, c'est les commissions qui sont liées à la catégorie de produits, on va le voir tout à l'heure, et ce pourcentage-là, il dépend en fait du prix de vente de la commande en TTC, plus les frais de port. Donc on va prendre cette assiette, prix de vente TTC plus frais de port. Imaginons que vous vendiez un produit 20 €, frais de port 5 €, l'assiette est de 25 et vous allez avoir un pourcentage lié à votre catégorie qui va s'appliquer sur ces 25 €. Et en plus, si vous faites du FBA, il y a tous les frais de stockage et de préparation de commande et d'expédition. C'est-à-dire qu'il y a le stockage, il y a le fait d'aller payer les produits et d'emballer, et les frais de port. Alors, l'avantage, c'est qu'Amazon a des frais de port défiant toute concurrence. Donc, du coup, sur des commandes monoproduits où il y a un seul article dedans, ils seront très, très, très compétitifs. Par contre, si vous avez dans la commande plusieurs articles, quels qu'ils soient, à chaque fois, ils vont multiplier les frais de port et donc là, ils vont être très chers. C'est pas un cumul avec du poids. Ils vont faire des frais de port à, n'importe quoi, à 5 €. S'il y a 3 articles, ça fait 3 fois 5, 15 €. Donc là, en fonction de la nature des commandes de vos clients, ça peut être très intéressant de faire du FBA ou très cher de faire du FBA. Les commissions sont liées aux catégories de la place de marché. C'est valable pour Amazon, mais c'est aussi valable pour la Redoute, enfin toutes les places de marché. Elles fonctionnent en général à 1 ou 2 exceptions près, et qui ont un taux unique pour toutes les catégories, mais en général, il y a des taux variables en fonction des catégories. Donc, si vous vendez par exemple des produits high-tech, ça va être des commissions très faibles à 5% ou les livres à 5%. Et après, le cas commun, c'est 15%. Et après, on peut avoir plus dans certaines catégories. Si vous vendez le pire, c'est vous vendez des produits high-tech Amazon,
c'est 42%. Donc, ils considèrent qu'en gros, il ne doit pas avoir de revendeurs qui revendent leurs produits. Ils appliquent des commissions qui sont folles. C'est 15%, alors on dit 15% ça va, mais c'est 15% du montant TTC de la commande plus du port. Donc du coup, c'est non négligeable. On va voir un exemple. Si on prend un exemple d'une commande FBA, ça veut dire que, imaginons que vous vendiez une parure, donc housse de couette et housse de coussin. Imaginons qu'elle soit à 30 €. Vous la vendez par Amazon, vous allez payer une commission qui va être de 15% dans l'univers de la maison, mais 15% pas de 30 €, 15% de 30 € plus des frais de port, là en l'occurrence 74 € en TTC. Donc on arrive à 36,74 € comme assiette. Pour les 15%, on va avoir donc une commission qui va être de 6,61 €. Mais en plus de cette commission, on va avoir également les frais liés au stockage, à la préparation des commandes et aux frais de port, donc qui sont liés à l'expédition des produits si vous faites de l'expédié par Amazon. Et dans ce cas-là, on a 7,10 €. Donc 7,10 € plus 6,61 €, on arrive à 13,71 €. Ça veut dire que travailler avec Amazon, ça a des gros avantages, notamment si vous confiez toute la logistique, c'est-à-dire que vous ne vous occupez plus de rien, juste de générer les commandes et d'approvisionner Amazon. Par contre, ça a un vrai coût. Autre point, Amazon, par exemple, accepte de préparer des commandes prises sur Amazon et des commandes prises dans d'autres canaux de vente. D'autres canaux de vente peuvent être des places de marché, par exemple eBay, Facebook Marketplace ou d'autres, ou votre propre site. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, les grilles tarifaires ne sont pas les mêmes. Il y a des commandes qui sont prises dans l'univers, dans la marketplace Amazon, et les commandes prises sur d'autres places de marché, et les grilles de prix sont différentes. Et par ailleurs, quand vous êtes sur Amazon, il y a ce qu'on appelle un service produit petit et léger, et les autres produits. Donc il y a différentes grilles, donc il faut bien regarder les différentes grilles pour pouvoir faire des simulations et voir quel va être le coût pour vous de passer de l'expédier par Amazon. Donc ces grilles tarifaires, là je vous en présente une assez classique. J'ai centré le rectangle bleu sur la France. Donc il y a des tarifs pour tous les pays. Et après, vous pouvez expédier à partir d'un entrepôt français à l'étranger, ce qu'on appelle un programme pan-européen, ou vous pouvez également avoir, de l'expédier à partir d'un entrepôt français, ou après, vous pouvez avoir un stock qui va être éclaté sur plusieurs pays. Imaginons que vous décidiez de vendre en Espagne, en Allemagne et en France. Amazon vous permet en fait de répartir ce stock dans plusieurs entrepôts dans les différents pays, donc de bénéficier à la fois des frais de port expédiés dans le pays. Votre produit est stocké en Allemagne et commandé par un client allemand, les frais de port donc du coup vont être plus intéressants, les frais d'expédition. Donc ça, c'est un point qui est intéressant, c'est qu'une entreprise qui souhaite se développer mais qui n'a pas l'infrastructure pour se faire en phase de démarrage, peut complètement passer par des services d'Amazon et d'entrée de jeu aller vers de l'international pour tester les marchés éventuellement avec Amazon, quitte à plus tard mettre en place une organisation qui permette de le faire en direct. Donc ça, c'est le gros avantage. Donc vous pouvez expédier à la fois sur la partie Europe, le Royaume-Uni qui s'est séparé, il y a des entrepôts Amazon au Royaume-Uni, mais aussi vous pouvez expédier des produits aux États-Unis ou dans d'autres zones du monde et du coup traiter des marchés à partir des entrepôts Amazon dans les différents pays que vous souhaitez en fait attaquer, dans lesquels vous souhaitez vendre vos produits. Donc ça peut être un point favorable à Amazon. Attention aux frais supplémentaires, c'est-à-dire qu'il y a les grilles et puis après il y a quelques frais sur lesquels il faut faire attention. Dès que vous commandez des emballages particuliers, de l'étiquetage, etc., ils vont être assez chers. Attention aux frais de retour de produits, qui peuvent vous coûter très cher. Également aux frais de rapatriement ou destruction de stock. C'est-à-dire que si vos produits ne tournent pas assez, ne sont pas assez vendus, à un moment donné, ils peuvent refuser de stocker vos produits et ils vous demandent de récupérer votre stock ou de leur demander de le détruire. Et donc, c'est à vous de payer le rapatriement du stock si vos produits ne tournent pas assez. Ce que j'évoquais tout à l'heure, on peut, à partir sur Amazon, on peut
stocker ces produits dans un entrepôt français, par exemple, là en l'occurrence dans un entrepôt UK, et expédier dans toute l'Europe à partir d'un entrepôt, mais on aura des frais de port qui vont être plus élevés et un délai de livraison qui va être un peu plus élevé. Mais aussi sur un programme pan-européen, on peut éclater, en fait, ventiler son stock sur plusieurs entrepôts dans plusieurs pays, et donc du coup, par exemple, avoir une partie de sa marchandise qui va en Espagne et traiter, je sais pas, l'Espagne et le Portugal à partir des entrepôts Amazon et ainsi de suite. Le modèle Amazon a été répliqué par d'autres places de marché qui proposent les mêmes services, alors avec d'autres noms, mais dans la philosophie c'est la même chose. Donc, Cdiscount, vous pouvez aussi stocker des produits chez Cdiscount, dans les entrepôts Cdiscount et notamment dans la région bordelaise. Mais après, il y a d'autres entrepôts, des entrepôts dans la Loire et dans d'autres parties du territoire national. Et après, demandez à Cdiscount de traiter vos commandes prises sur Cdiscount. Ça s'appelle Cdiscount à volonté et il y aura le même système qu'avec le Prime, sauf que ça a un autre nom et donc ça s'appelle Cdiscount à volonté dans l'univers Cdiscount. D'autres marketplaces proposent ce type de service, donc Mano Mano, le spécialiste du bricolage, jardinage, mais également un autre acteur qui s'appelle Spartoo, qui est un acteur régional, qui est spécialisé dans, on va dire, l'univers de la chaussure et de la mode, on va dire pour faire simple, mais qui a une plateforme logistique qui est à Saint-Quentin-Fallavier et donc qui donne la possibilité à des vendeurs qui souhaitent leur confier la logistique de faire la logistique pour leur compte, préparer des commandes et après d'expédier à l'international avec leur filiale tout poste donc, et de traiter je sais pas, des commandes, d'expédier en Allemagne ou dans d'autres pays européens. L'avantage, c'est qu'ils sont régionaux et que vous pouvez avoir des collectes pas très loin de chez vous en fonction d'où est basé votre entreprise. Autre façon d'externaliser quelque part, de s'affranchir des quotidiens de la logistique e-commerce, c'est de passer par un prestataire qui fait ça pour vous, qui est un logisticien, mais un logisticien un peu particulier. C'est pas un logisticien, on va dire, traditionnel, qui va stocker sous forme de palettes, etc. et puis réexpédier après dans des magasins des palettes ou des master cartons. Ce sont des logisticiens qui à la fois gèrent cette partie de stockage, réception de marchandises, stockage sous forme de palettes, mais qui savent aussi être efficaces dans la préparation de commandes unitaires, qui ont les solutions de transport qui viennent collecter les colis tous les jours et donc qui peuvent vous proposer en fait d'externaliser le traitement de vos commandes à partir de leur plateforme logistique. Ça, c'est un de mes métiers parmi les au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est le fait de traiter des commandes. Du coup, ça permet là d'avoir un acteur qui n'est pas lié à une marketplace. Et donc, du coup, imaginons que votre entreprise, vous décidiez d'avoir des commandes sur votre propre site et d'avoir des boutiques dans 3 ou 4 ou 5 marketplaces. Du coup, à partir d'un seul endroit, vous pouvez expédier du coup les commandes de tous vos clients à partir d'un seul opérateur. Donc, l'avantage, c'est vous avez une seule gestion des stocks, peut être complémentaire à ce que vous avez dans votre entreprise pour votre circuit de retail, etc. Ce sont des ultra spécialistes et ils vous permettent du coup d'être efficaces. Ça veut dire une commande qui arrive, elle est traitée le jour même et expédiée. Nous, par exemple, une commande qui arrive avant 6h50, elle est expédiée en début d'après-midi, d'avoir des frais de port hyper intéressants et surtout une palette de choix dans la façon d'expédier. Si vous voulez livrer en point relais, à domicile, en express, vous avez plein d'options et donc du coup des tarifs après qui sont associés, qui sont intéressants. Et en général, un acteur de ce type-là, ce que vous gagnez sur le frais de port par rapport à ce que vous payerez avec un opérateur en direct avec un petit volume, c'est le coût de leur préparation de commande, de leur service, en gros. Voilà, j'ai brossé un panel un peu général de ce qu'est le fulfillment et de comment ça peut être important pour un e-commerçant. Nous, on a des retours d'expérience. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, on a une 50aine de clients e-commerçants qui sont ce que j'appelle des pure players, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de magasin. Ils ont commencé par créer une boutique en ligne
créer une marque et vendre leurs produits soit sur leur site, soit surtout sur les places de marché. Alors souvent, ce sont des petites structures, mais grâce aux canaux de vente que sont les places de marché, ils arrivent pour certains à faire des gros volumes. Nous, on en a qui nous approvisionnent avec des containers. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'e-commerce, avec l'association avec des partenaires qui vous font une partie du travail, peut être adapté à une petite structure. C'est-à-dire que nous, on a des personnes qui sont toutes seules et qui génèrent, qui traitent des dizaines ou des centaines de commandes par jour sur leur société, mais parce qu'ils ont des services associés qui leur permettent en fait d'externaliser toute cette logistique e-commerce qu'ils ne savent pas faire ou qu'ils n'ont pas le temps de faire ou qu'ils sauraient faire mais qui leur coûterait plus cher. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir que même une petite structure, une petite entreprise peut démarrer un e-commerce d'une façon ou d'une autre, c'est la façon la plus adaptée à son mode d'organisation, mais pourquoi pas en confiant une partie du travail à un partenaire tiers qui va gérer le quotidien de la préparation des commandes. Voilà, merci. je laisse la parole pour les questions. Alors, la parole pour les questions. Bonjour, donc quelques questions qui sont arrivées. Alors, le FAB égale la donnée client appartient-elle à Amazon? En fait, on fait référence notamment à toute la partie RGPD et les changements CGV d'Amazon. Si on peut répondre à cette question. Alors, je vais être pas politiquement correct, mais ce que je veux dire, c'est qu'Amazon considère qu'en gros, le client, c'est le sien, que du coup, la donnée client est la sienne, et qu'il est bien gentil de vous permettre de vendre sur sa marketplace. Donc, je suis un peu caustique. Ça veut dire que oui, pour lui, complètement, la donnée client, elle est à vous, elle est à lui, et pas la vôtre, à tel point que dans le traitement des commandes FBA, depuis quelque temps, il ne vous remonte plus le nom et le prénom du client. Vu que c'est eux qui expédient, et donc du coup, vous savez même pas à qui réellement vous avez vendu la commande. Donc je trouve ça, moi, très limite, hein, mais voilà. Je considère que c'est à eux, et c'est pour ça qu'ils ont restreint énormément aussi l'accès à leurs API de développeurs qui permettaient de récupérer plein d'informations et du coup d'importer par exemple des données dans un ERP pour traiter les commandes clients. Ils considèrent vraiment que les clients, ce sont les leurs et quelque part, vous êtes un opérateur sur leur marketplace. Donc là, Nicolas, on te remercie pour la sincérité de ta réponse. Donc, la capture d'un client est difficile et donc difficile de faire du retard getting ou un cycle de vente de nos clients. Autre question, oui, si tu voulais éventuellement réagir, sinon j'ai une autre question. Oui, du coup, c'est un côté un peu, même pour, imaginons que vous vous rendiez compte, parce qu'analyser les clients, ça veut pouvoir dire, tiens, je me rends compte qu'il y a plein de propriétaires de chambres d'hôtes qui sont clients de mes produits, et donc du coup, je peux avoir une réflexion de faire des offres spécifiques ou plus adaptées ou des prospecter par ailleurs. Donc pour moi, c'est important l'information de ces clients, et c'est vrai qu'Amazon là-dessus est pas super. Tu m'entends, Nicolas? C'est bon? Oui. Voilà. Autre question, faut-il avoir des volumes minimum de vente par jour? Pour faire du FBA, c'est ça? Oui. Ou pour, ouais. Alors, pour globalement, FBA, oui. Alors globalement, pour vendre sur Amazon, vous n'êtes pas obligé de faire de volume particulier, hein. Simplement, vous avez quand même un coût d'un abonnement à 39 € par mois. Donc, si vous faites, 3 commandes dans le mois, alors à moins qu'elles soient très très élevées, mais je pouvez vous dire que c'est pas très rentable. Donc, ce qui est intéressant avec Amazon, c'est d'accéder à, en France, 25 millions de clients qui commandent régulièrement sur Amazon. Donc, ça qui est intéressant. Donc, le but du jeu, c'est de faire des volumes de commandes. Par contre, il y a de la concurrence. Après, sur le FBA, il n'y a pas vraiment de volume
défini minimum. Par contre, si vous stockez des produits et qui tournent pas assez, donc il n'y a pas assez de commandes derrière, au bout d'un certain temps, ils vont vous dire, bah, monsieur, il faut que vous récupérez vos produits, parce qu'en gros, nous, ce qui nous intéresse, c'est les produits qui tournent. Les produits qui tournent pas ne nous intéressent pas. Donc, il n'y a pas de volume, il n'y a pas dans l'absolu de volume minimum, mais dans les faits, vos produits ne se vendent pas assez, ils peuvent vous limiter les possibilités de stockage dans leurs entrepôts. Alors, une autre question. Est-il intéressant pour un site qui vend dans plusieurs boutiques? Est-ce que ça peut être intéressant pour des sites qui vendent dans plusieurs boutiques, type association de commerçants? Alors, je dirais, sur les places de marché globalement, il y a de tout qui se vendent. Par exemple, pour vous donner une idée, au jour d'aujourd'hui, et dans nos clients, on a des gens qui vendent des baignoires pour bébés, des brosses à chiens, des bâtons de sourcier, mais aussi des produits de lutte contre les nuisibles. Enfin, on va dire que tout peut se vendre. Après, est-ce que ça vaut le coup de mutualiser à plusieurs commerçants ou plusieurs artisans? Et c'est pas tout, voilà, c'est pas toujours évident. Et surtout, derrière un compte pro, normalement, il y a une structure, alors à minima une entreprise individuelle ou une société, et ils font très attention à ça. Donc, je pense pas que ça soit accessible à une structure qui mutualiserait plusieurs personnes, sauf s'il y avait un porteur quelque part, une structure qui porte, c'est elle qui vend ses produits, et après elle s'arrange pour rétrocéder, payer ses partenaires. Donc ça c'est faisable, mais un compte égale une structure juridique, au moins auto-entrepreneur ou entrepreneur individuel, si ce n'est société. Les comptes pro. J'ai une autre question là, Nicolas. Oui. Quels sont les coûts ou commissions en moyenne pour des pros qui sélectionnent les offres de logistique? Comme votre intervenant, je prends un exemple, voilà, cette question. Quels sont les coûts et commissions en moyenne pour des pros qui sélectionnent les offres de logistique? Donc, alors, donc la commission, elle est liée à la vente sur la place de marché, d'accord? Donc là, que vous fassiez faire la logistique chez eux ou pas, vous vendez par le canal, imaginons qu'on prenne n'importe quoi, Nature et Découverte, payez une commission. Après, dans ceux qui proposent aussi la logistique, ça va pas être lié aux commandes, mais au volume de données de produits stockés. Imaginons que vous stockez 4 mètres cubes chez, je vais prendre Cdiscount, que le mètre cube soit à 20 € mensuels. Bon ben voilà, vous avez 80 € mensuels de frais de stockage. Et après, les frais d'expédition, en fait, les frais d'expédition comprennent essentiellement les frais de port. Puis envoyer un colis, par exemple, d'1 kilo à l'autre bout de la France ou de l'Europe, ben, ça vaut quelques euros. Ça peut vite valoir, par exemple, 5, 6, 7 € par colis. Et puis après, le reste, c'est le picking, le fait de préparer la commande, d'aller chercher le produit et de l'emballer, ce qu'on appelle picking et packing. Bref, donc le reste, c'est variable en fait. La seule chose qui va être, c'est le stockage, qui va être récurrent, si vous avez toujours même volume de marchandises stockées. Et après, le reste, ça va être lié aux commandes. Donc, c'est du coup difficile de donner un pourcentage. Le reste, ça va dépendre où on expédie, du poids de la commande, etc. Et voilà, donc c'est vraiment variable après. Mais l'avantage, c'est que en face de ça, il y a des recettes. Il faut bien calculer, c'est la rentabilité pour la structure. C'est de dire, ben voilà, j'ai des coûts à la fois de FBA, par exemple, si on prend Amazon, et les commissions. Je prends ces différents aspects et je fais des simulations en fonction de mon prix de vente au client final, à mon prix d'achat du produit, et je regarde ma rentabilité en termes d'entreprise, parce que le but du jeu étant quand même d'être rentable. Donc c'est là où il faut bien calculer les choses pour positionner le prix de vente au client adéquat et que ça supporte bien l'ensemble des coûts qu'il va
qui va être à la charge de votre entreprise. Voilà, par rapport aux questions, ça tourne autour de ces thématiques. Je n'ai pas d'autres questions. Merci pour des réponses, Nicolas. Ok, pas de souci. Alors, juste, on va finir là-dessus, 2 minutes. Amazon, alors, il faut voir, c'est que c'est vrai que bon, c'est un canal de vente qui peut être super intéressant, mais comme peuvent l'être d'autres places de marché. C'est le plus gros, si on parle de la France, même dans le monde, mais parfois, vous pouvez avoir d'autres canaux qui peuvent être très qualitatifs et très intéressants. Au jour d'aujourd'hui, toutes les chaînes, on va dire pour faire simple, toutes les chaînes de magasins sont en train de basculer sur des modèles marketplace. Imaginons que vous ayez une marque de produits, par exemple, adaptée aux sportifs. Imaginons que vous fassiez n'importe quoi, des chaussettes de contention. Decathlon est passé en modèle marketplace. C'est assez récent. GoSport est en marketplace. Vous vendez des huiles essentielles, vous pouvez aller sur Nature et Découverte, sur Greenwiz, une marketplace dédiée au bio. Bref, il n'y a pas que Amazon et il y a d'autres places de marché qui peuvent être intéressantes. Alors, elles vont pas toutes proposer le service d'externalisation de la logistique, de prendre en compte la logistique pour votre compte. Il y a juste 4 acteurs en France qui le proposent. Mais c'est quand même intéressant et ça peut être un moyen du coup de développer des ventes et surtout il faut voir c'est qu'il y a sur chacune des marketplaces, on va dire pour faire simple, il y a entre 7-8 millions de clients mensuels jusqu'à 25 millions. Donc les 15 premières places du classement des sites avec le plus fort trafic sont toutes des places de marché. Il y a juste Ouigo de la SNCF qui de temps en temps apparaît quand ils sont pas arrêtés. Qui apparaît dans le classement, sinon tous les autres sont en modèle marketplace. Donc, pour vos entreprises, même petites, ça peut être intéressant du coup d'aller chercher de la visibilité, chercher un nouveau canal de vente et qui ne va pas forcément phagocyter votre canal de vente existant, que ce soit un magasin ou un site e-commerce classique. D'accord. Merci pour ta réponse. Merci pour les contenus et ton expertise et présentation. Je reviens sur le retour des personnes ici présentes qui disent que cette présentation était très efficace. Ok, avec plaisir. Le mot de la fin, maître Béatrice. Oui. Voilà, écoutez, merci d'être présent, merci pour l'ensemble de vos questions. Nous vous recevrez un mail dans lequel vous pourrez retrouver le replay du webinaire, dossier thématique, des études, des témoignages, des vidéos pour aller plus loin, que vous retrouvez également sur le site du campus. Le lien vous a été mis sur le chat à plusieurs reprises. Je le mets là actuellement. Voilà, je vous rappelle in fine la hotline, qui est donc une hotline technique, conseil sur tous ces sujets. 04 26 73 57 57. 04 26 73 57 57. Elle a indiqué. Bonne journée à vous. Voilà. Bonne journée. Au revoir. À bientôt.